Julien Frodon vous parlait de chirurgie sur mesure, moi je vais vous parler de traitement médicamenteux sur mesure. Je remercie les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité à intervenir sur ce thème de la pharmacogénétique et des pathologies digestives. Je vais vous présenter en réalité les recommandations du réseau national de pharmacogénétique dans ce domaine. Alors, effectivement, je n'ai pas de conflit d'intérêt à rapporter, mais des liens d'intérêt avec certaines personnes de l'Assemblée qui expliquent la présence d'un pharmacologue probablement aujourd'hui. Je vais commencer par définir la pharmacogénétique. C'est une discipline de biologie médicale, essentiellement hospitalière, qui relève du décret régissant l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales. Nous sommes donc soumis aux mêmes contraintes que pour toute autre analyse génétique, à savoir l'obtention d'un consentement et un mode de communication des résultats aux patients via le prescripteur de manière assez contraignante. Nous nous intéressons à des caractéristiques constitutionnelles qui sont donc non pathologiques, ça exclut le typage des cancers. Et nous nous intéressons en réalité à des modifications génétiques qui sont susceptibles de moduler les effets de certains médicaments. Un exemple connu de beaucoup d'entre vous, le syndrome de Gilbert, c'est un déficit de glucuroconjugaison d'origine génétique qui concerne la bilirubine, mais qui est également un marqueur de toxicité ou de risque toxique pour l'irinotécan. Donc c'est typiquement un test pharmacogénétique qui peut être proposé. Ces tests visent à adapter la prise en charge médicale d'une personne selon ses caractéristiques génétiques, soit avant de débuter un traitement médicamenteux pour identifier les sujets bons répondeurs à un traitement, soit pour identifier les sujets à risque particulier d'effets indésirables. Et puis ce sont des tests qui peuvent intervenir également en cours de traitement pour aider à comprendre la survenue d'un effet indésirable et étayer le choix d'une alternative thérapeutique. En France, 50 laboratoires hospitaliers et inclus dans des centres de lutte contre le cancer proposent des tests pharmacogénétiques qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Les analyses qui sont proposées concernent des couples gènes-médicaments qui sont bien définis. Vous avez une liste des molécules qui sont concernées par ces tests. Le volume d'activité est assez restreint, environ 20 000 patients testés annuellement en France. Et c'est un chiffre qui est assez stable depuis plusieurs années aujourd'hui. La raison à ce faible volume d'activité, c'est l'information qui est mise à la disposition des prescripteurs. Les tests ne sont pas systématiquement mentionnés dans les monographies des médicaments, et lorsque l'information est présente, elle est souvent insuffisante pour savoir si le test est utile. Je vous ai pris deux exemples de médicaments qui concernent les pathologies digestives. La capécitabine, le Xeloda, la prodrogue par voie orale du 5-fluorouracil dans les traitements de cancer digestif. Vous voyez qu'apparaît dans le RCP de ce médicament une contre-indication chez les patients présentant une absence complète connue d'activité de la dihydropyrimidine déshydrogénase, la DPD. Évidemment, personne ne connaît son statut, il faut le rechercher, mais il n'y a pas d'information sur les modalités de recherche de ce déficit. Autre exemple, l'azatioprine, Limurel, mise en garde et précautions d'emploi dans les rares cas de patients présentant un déficit génétique en thiopurine méthyltransférase. On nous dit qu'une surveillance étroite de l'hémogramme est indiquée en raison d'un risque toxique majeur, mais là encore, pas d'information sur la nécessité de dépister, le test à réaliser et la façon d'utiliser l'information qui est générée. Alors dans ce contexte, au sein du réseau pharmacogénétique, nous avons réalisé un travail d'édition de recommandations dans plusieurs domaines pharmacothérapeutiques, avec une définition de critères qui permettent de choisir et de recommander certains tests plutôt que d'autres. Et j'aborderai deux exemples pour deux médicaments des pathologies digestives aujourd'hui, le 5-fluorouracil et la capécitabine et l'Imurel. Donc vous voyez que pour ces deux médicaments, azatioprine et fluoropyrimidine, nous recommandons la réalisation d'un test génétique avant initiation du traitement, et ce de façon quasi systématique pour la plupart des patients. Alors si je prends l'exemple de la thiopurine méthyltransférase pour l'Imurel, c'est une prodrogue, le métabolite actif de ce médicament c'est la 6-mercaptopurine qui est également utilisée en oncohématologie. La 6-mercaptopurine aboutit par une cascade de réactions enzymatiques aux métabolites actifs qui sont les nucléotides 6-thioguanine, qui sont de faux substrats pour la synthèse de l'ADN et qui sont à l'origine de l'effet immunosuppresseur de ce médicament. Et la 6-mercaptopurine est inactivée par deux voies métaboliques compétitives. Une voie qui implique la xanthine oxydase, qui est une enzyme qui est représentée dans l'ensemble de l'organisme, en particulier au niveau hépatique, et la thiopurine méthyltransférase, la TPMT, qui est la seule enzyme présente
au niveau des cellules sanguines pour éliminer ce médicament. Donc évidemment, tout déficit en TPMT expose à une production accentuée de métabolites actifs et à un risque de toxicité hématologique. Dans la population, on sait pertinemment depuis de très longues années que l'activité TPMT est variable. Vous voyez qu'en vert, 89% des individus ont une activité centrée sur une moyenne haute. En revanche, 11% de la population a une activité partiellement déficitaire et un patient sur 300 environ a une activité TPMT totalement nulle, ce qui expose dans ce cas à un risque toxique majeur lors d'un traitement par Immurel ou cismercaptopurine. Alors on connaît bien les marqueurs génétiques qui permettent de prédire ce niveau d'activité TPMT. Donc ce qu'on propose, c'est un génotypage pour ce médicament. Les patients qui sont déficitaires partiels vont présenter un allèle déficitaire de la TPMT. Les patients déficitaires complets sont homozygotes pour l'une de ces variations génétiques. On en recherche à l'heure actuelle 4 en routine. L'attitude à avoir devant ce résultat génotypique, une réduction de posologie qui est de 30 à 70% pour les patients déficitaires partiels, 30 à 70% en fonction d'autres facteurs de risque toxiques éventuels. On recommande en général d'utiliser une demi-dose au début du traitement. Et dans le cas de déficit complet, c'est une contre-indication aux médicaments, puisque là, le risque toxique est majeur et il est extrêmement difficile à réverser une fois que le traitement a été débuté. Deuxième exemple, l'exemple de la DPD, la dihydropyrimidine déshydrogénase, donc une enzyme qui est impliquée dans le métabolisme des fluoropyrimidines, le 5-fluorouracile et sa prodrogue par voie orale, le Xeloda. Je ne vais pas rentrer dans le détail du métabolisme du 5-fluorouracile, mais j'attire simplement votre attention sur le rôle de la DPD, cette enzyme qui assure 80% de l'élimination métabolique de ce médicament. Donc on comprend très bien qu'un patient qui a un déficit d'activité DPD est exposé à une toxicité importante, et ces toxicités elles sont fréquentes puisqu'elles vont concerner 15 à 30% des patients traités par 5FU. En février 2018, donc tout récemment, l'agence du médicament a émis un message d'alerte rapide sanitaire au sujet de la DPD. C'est un déficit qu'on connaît depuis de très longues années, mais devant le travail de différentes sociétés savantes, l'ANSM a décidé de recommander le dépistage de façon systématique, conformément au travail qui avait été réalisé par ces sociétés savantes. Alors comment réaliser ce dépistage? Il y a deux façons de procéder. La première, c'est de réaliser un phénotypage, c'est-à-dire une mesure de l'activité enzymatique DPD. Cette mesure de l'activité enzymatique, elle se fait avant le début de traitement par une simple mesure d'uracile plasmatique, l'uracile étant un composé endogène transformé par la DPD en dihydrouracile. Donc on peut facilement mesurer l'uracile, mesurer la dihydrouracile, et ce rapport métabolique va nous donner un bon reflet de l'activité DPD. Les dernières publications dans le domaine recommandent même une simple mesure de l'uracilémie plasmatique qui serait un meilleur prédicteur du risque toxique lors d'un traitement par 5-fluorouracile. La deuxième façon de procéder, c'est de réaliser une analyse génétique. On recherche actuellement en routine 4 allèles déficitaires du gène de la DPD. Ces 4 allèles nous permettent de calculer un score d'activité pour l'enzyme qui va être compris entre 0 et 2. 2, l'enzyme est pleinement fonctionnelle. 0, elle est totalement déficitaire. Et en fonction des résultats du phénotypage et du génotypage, on peut, comme pour la TPMT et l'Immurel, amener à une proposition de concession de dose. Un patient déficitaire complet ne doit pas recevoir de fluoropyrimidine. Un patient déficitaire intermédiaire, en fonction du score qui est prédit, va bénéficier d'une concession de dose comprise entre 25 et 50% de la dose initialement prévue. Et un patient qui a un phénotype nul un patient qui a un phénotype normal peut être traité évidemment avec une pleine dose, conformément aux recommandations dans la pathologie. Alors voici la cartographie des centres qui proposent ce dépistage. Vous voyez que l'ensemble du territoire national est couvert. Biomnis propose également cette recherche pour les centres privés. La dernière précision que je voulais apporter, c'est la prise en charge de ces actes, parce que c'est un élément actuellement encore problématique. Nous avons travaillé à l'inscription de ces actes dans une liste complémentaire, qui n'est pas la nomenclature des actes de biologie. Donc ces actes sont pris en charge au titre des budgets hospitaliers et peuvent être facturés dans ce cadre-là.
Ils ne le sont beaucoup plus difficilement pour une structure privée. On espère, et en tout cas le réseau travaille à une inscription à la nomenclature, et je pense que la position de l'ANSM est en faveur de ce passage à la nomenclature. Néanmoins, j'attire votre attention sur le faible coût de ces tests, puisque pour la DPD ou pour la TPMT, on ne dépasse pas une centaine d'euros, ce qui reste tout à fait raisonnable vu le risque qui peut être diminué grâce à ces résultats. Voilà, je vous remercie de votre attention.